Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel se ferme et le Burkina Faso bascule. Dès 6h12, en quelques heures, des techniciens burkinabés, appuyés par l'armée, prennent les stations, coupent des serveurs climatiques sans négociation préalable et l'approvisionnement recule d'environ 30%. En même temps, le carburant grimpe d'environ 20%, des comités de quartier se montent et dans les rues de Ouagadougou, notre eau, notre droit résonnent plus fort, tandis que des menaces de sanctions circulent. Pour ceux qui comptent chaque jerrycan, que change cette souveraineté proclamée quand l'incertitude devient immédiate? Ce récit avance une promesse simple et exigeante: comprendre ce qui se joue réellement lorsque l'eau devient un acte politique au-delà du symbole et du choc immédiat. Le bénéfice pour le lecteur est concret. Saisir, en quelques minutes, comment une décision administrative peut affecter la souveraineté, l'économie quotidienne et la cohésion sociale d'un pays déjà sous tension. L'enjeu dépasse la technique. Lorsque Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel, il engage l'État burkinabé dans une séquence où chaque choix produit des effets en chaîne, mesurables et parfois contradictoires. D'un côté, la fragilité immédiate, baisse de l'eau, hausse des coûts, incertitude pour les ménages et les entreprises. De l'autre, une aspiration à l'autonomie longtemps différée, rendue visible par la rupture elle-même. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement la gestion d'un flux hydraulique, mais la capacité d'un État à reprendre le contrôle d'une ressource vitale sans fissurer son tissu social et productif. En suivant la décision pas à pas, l'analyse distinguera les risques à court terme des transformations plus profondes, là où slogan, peur et espoir se croisent, et où l'équilibre reste instable. Un détail révèle tout. Le contexte éclaire cette fragilité. Depuis la fin des années 1940, la gestion de la ressource est structurée autour d'infrastructures conçues et maintenues par des acteurs étrangers, via des contrats peu lisibles pour l'État burkinabé. L'eau arrivait, mais la capacité de décider comment, quand et pour qui elle circulait échappait largement au pays. Cette dépendance n'était pas perçue comme un risque tant que les flux restaient réguliers. La fermeture agit alors comme un test de résistance. Elle met à nu les failles d'un système hérité, incapable de fournir des solutions de remplacement immédiates à l'échelle nationale. Les administrations improvisent, les opérateurs privés cherchent des informations et les partenaires internationaux réévaluent leur position. Ce moment révèle une asymétrie. L'accès à la ressource était local, mais la décision structurante était extérieure. Dans le même temps, la réaction ne se limite pas aux frontières nationales. Les marchés interprètent le geste comme un signal de risque. Des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion, tandis que des entreprises opérant autour de la rivière recalculent leurs pertes potentielles. La question cesse d'être uniquement hydraulique pour devenir économique et diplomatique. Ainsi, le premier chiffre n'explique pas tout. Il ouvre une lecture plus profonde: la fermeture n'interrompt pas seulement un service. Elle rend visible une architecture de dépendance longtemps invisible et pose la question de ce qui peut réellement être reconstruit. Pour saisir l'impact réel de la fermeture, il faut quitter les annonces officielles et observer les premiers relais sur le terrain. À Ouagadougou, dès les jours suivants, l'eau cesse d'arriver de façon régulière. Les quartiers s'organisent par créneaux, improvisent des circuits de distribution et négocient l'usage de chaque réserve disponible. Ces ajustements ne relèvent pas d'un mot d'ordre politique, mais d'une adaptation immédiate à la contrainte. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas une figure abstraite. Son choix devient un repère quotidien, discuté dans les files d'attente sur les marchés et dans les cours familiales. Des comités de quartier apparaissent,
souvent sans coordination centrale, qu'il a pour répartir l'eau restante et prévenir les conflits. Leur rôle est pragmatique, maintenir un minimum d'équité dans une situation tendue. Plus au nord, près de Kongoussi, l'impact prend une autre forme. L'agriculture dépend étroitement de l'irrigation et la baisse de l'approvisionnement met en péril des cultures déjà fragiles. Face à l'urgence, des agriculteurs réhabilitent d'anciens canaux abandonnés depuis des décennies. Avec l'appui d'ingénieurs locaux, ils parviennent à contourner partiellement les ruptures et à préserver une part minimale de la production. Ces microcas révèlent un point central. La fermeture agit comme un révélateur des capacités internes du pays. Elle expose ce qui manque, mais aussi ce qui existe déjà, souvent invisible tant que le système extérieur fonctionne. La décision déclenche ainsi l'émergence d'acteurs intermédiaires entre l'État et la population. En clair, la crise redistribue l'initiative. Le 10 octobre 2025 n'est pas une date isolée, mais le point d'activation d'un enchaînement rapide. Lorsque Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel, l'acte est conçu comme un geste de souveraineté immédiat. Sur le plan technique, il s'agit d'interrompre des systèmes automatisés contrôlés depuis l'extérieur. Sur le plan politique, le message est direct, l'État burkinabé reprend la main sur une ressource vitale, sans phase de transition ni négociation préalable. La phase d'activation est brutale. À l'aube, des équipes locales, appuyées par des forces de sécurité, prennent le contrôle des stations. Les serveurs liés à la gestion hydraulique sont coupés, les flux interrompus, et la chaîne de dépendance se rompt en quelques heures. L'effet de surprise est total. Les administrations nationales improvisent des réponses d'urgence, les opérateurs privés cherchent des clarifications, et les partenaires internationaux comprennent que la décision est irréversible à court terme. Le système, longtemps perçu comme stable, cesse de fonctionner sans amortisseur. Vient ensuite le temps du pic de tension. À mesure que les conséquences se matérialisent, la fermeture cesse d'être un symbole pour devenir une crise tangible. L'approvisionnement en eau recule sensiblement dans plusieurs zones. L'agriculture ralentit, les services urbains sont perturbés et les coûts logistiques augmentent. Le carburant, déjà sous pression, devient plus cher, entraînant une hausse en chaîne des prix. Les marchés réagissent avec nervosité. Certaines entreprises étrangères annoncent des pertes rapides et recalculent leurs engagements. Dans plusieurs capitales, le vocabulaire se durcit. Des institutions financières évoquent des sanctions ou des suspensions de financement. Le geste de Ibrahim Traoré est désormais lu comme un facteur d'instabilité régionale. À ce stade, la décision atteint son point de tension maximale. Le Burkina Faso se retrouve pris entre deux lectures opposées. À l'extérieur, la fermeture est perçue comme un risque majeur, susceptible de fragiliser un pays déjà vulnérable. À l'intérieur, elle est de plus en plus défendue comme une rupture nécessaire avec un système hérité du passé. Cette divergence nourrit un climat d'incertitude où chaque annonce internationale est scrutée, commentée et parfois amplifiée. Puis viennent les premières répliques. Dans les jours suivants, la société commence à s'adapter. Des réseaux informels se mettent en place, des solutions temporaires émergent et la population intègre progressivement la nouvelle réalité. L'État ajuste son discours, insiste sur la dimension stratégique du choix initial et tente de stabiliser les attentes. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme l'auteur d'un choc, mais comme le centre d'un processus en cours dont l'issue reste incertaine. Cette phase de rémanence révèle un point clé. La fermeture n'est ni un événement ponctuel, ni une crise figée. Elle agit comme une onde longue dont les effets se propagent dans le temps. Chaque réaction économique, sociale ou diplomatique
devient une pièce supplémentaire d'un mécanisme plus vaste. Le pays entre dans une période où chaque décision future sera jugée à l'aune de ce moment initial. Avant le 10 octobre 2025, l'approvisionnement en eau reposait sur un système perçu comme stable. Après la fermeture de la rivière Sahel, les indicateurs traduisent une fragilité mesurable. Ce passage d'un équilibre apparent à une tension chiffrée permet de comprendre ce que la décision change concrètement au-delà du symbole politique porté par Ibrahim Traoré. Le premier indicateur concerne l'accès à l'eau. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement recule d'environ 30%. Cette baisse n'est ni uniforme ni constante, mais elle suffit à désorganiser des usages essentiels. Moins d'eau signifie des cycles d'irrigation raccourcis pour l'agriculture, des coupures plus fréquentes dans les villes et une pression accrue sur les points de distribution alternatifs. Ce chiffre agit comme un révélateur. Lorsque le système central se grippe, aucune solution de remplacement n'est immédiatement disponible à l'échelle nationale. Il mesure moins un effondrement qu'une dépendance longtemps masquée. Le deuxième indicateur touche à l'énergie et aux coûts indirects. Dans les semaines suivant la fermeture, le prix du carburant augmente d'environ 20%. Cette hausse n'est pas directement liée à l'eau, mais elle en est une conséquence en cascade. La rupture des chaînes logistiques, combinée à l'incertitude politique, renchérit le transport et l'importation. Pour les ménages, cela se traduit par une augmentation des dépenses contraintes. Pour les entreprises, c'est par une contraction des marges et des reports d'investissement. Ce chiffre donne une lecture transversale de la crise. Une décision hydraulique se diffuse rapidement dans l'ensemble de l'économie quotidienne. Le troisième indicateur concerne les acteurs économiques extérieurs. Dans les 2 mois suivant la décision, plusieurs entreprises opérant autour de la rivière Sahel enregistrent des pertes estimées entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Cette chute rapide montre à quel point leur modèle reposait sur un accès garanti et peu contesté à la ressource. Elle indique aussi que la fermeture ne se contente pas de déplacer le problème. Elle redistribue brutalement les coûts entre acteurs locaux et internationaux, transformant un avantage structurel en vulnérabilité immédiate. Pris ensemble, et ces chiffres racontent une histoire plus nuancée que celle d'un simple choc. Ils dessinent un avant où la performance apparente masquait des fragilités profondes et un après où la crise rend ses failles visibles et discutables. Les données deviennent ainsi un outil politique. Elles servent à alerter sur les risques immédiats, mais aussi à justifier la nécessité d'une réorganisation plus profonde du système. La question centrale n'est donc pas de savoir si ces indicateurs sont inquiétants. Elle est de comprendre ce qu'ils mesurent réellement. Signale-t-il un échec durable ou le coût chiffré d'une transition vers une gestion autonome encore inachevée? À ce stade, les chiffres ne tranchent pas. Ils fixent le cadre d'un débat où chaque point de pourcentage devient un argument et où la décision portée par Ibrahim Traoré continue de produire des effets bien au-delà de l'eau. La fermeture de la rivière Sahel cristallise rapidement deux lectures cohérentes mais contradictoires, chacune s'appuyant sur des faits largement partagés. La première, portée par des économistes internationaux et certaines institutions financières, met en avant le risque systémique. Selon cette analyse, l'interruption brutale d'un flux vital désorganise l'économie réelle. La baisse de l'accès à l'eau freine la production agricole, perturbe les services urbains et accentue l'inflation. La hausse du carburant et la contraction des marges des entreprises sont interprétées comme des signaux d'alerte précoces. Le raisonnement est linéaire. Une ressource mal sécurisée fragilise la croissance,
réduit l'investissement et expose le pays à une instabilité prolongée dans un contexte régional déjà tendu. La seconde lecture renverse cette perspective. Défendue par des analystes africains et de nombreux acteurs locaux, elle part du principe que la stabilité antérieure était trompeuse. L'accès régulier à l'eau reposait sur des infrastructures obsolètes, contrôlées par des intérêts extérieurs et peu adaptées aux besoins nationaux. Dans cette optique, la fermeture n'est pas une rupture irrationnelle, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle. Le choc est assumé comme un passage obligé. Les pertes économiques à court terme sont perçues comme le coût d'entrée d'une reprise de contrôle destinée à renforcer la résilience à long terme. Ces deux thèses ne s'opposent pas tant sur les faits que sur leur interprétation temporelle. Les chiffres sont largement admis. Baisse de l'eau, inflation, perte pour certaines entreprises. Ce qui diverge, c'est la lecture de ces indicateurs. Les critiques y voient la preuve d'un danger immédiat susceptible de s'aggraver. Les défenseurs y lisent la confirmation que le système précédent était intenable et que la crise révèle des marges de manœuvre ignorées. La zone grise se situe entre ces deux pôles. La fermeture crée des risques réels et mesurables, mais elle expose aussi des capacités internes longtemps invisibles. Le véritable enjeu n'est donc pas de trancher entre audace et imprudence, mais d'évaluer si l'État et la société peuvent transformer un choc subi en trajectoire maîtrisée avant que les coûts sociaux ne deviennent irréversibles. Le débat se déplace alors du jugement immédiat vers la capacité d'exécution dans le temps. Ce basculement ne vient pas d'une annonce officielle, mais d'une dynamique plus discrète qui s'installe au fil des semaines. La fermeture de la rivière Sahel cesse progressivement d'être perçue uniquement comme un acte imposé d'en haut. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance, souvent en dehors des cadres institutionnels classiques. Le choc initial ouvre un espace que d'autres s'empressent d'occuper. Le révélateur est clair. Là où les anciennes structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux locaux prennent l'initiative. Comités de quartier, coopératives agricoles, ingénieurs indépendants et responsables communautaires commencent à combler les vides laissés par la rupture du système antérieur. Leur action n'obéit pas à un plan unique, mais à une nécessité partagée: maintenir l'accès à l'eau et éviter une désagrégation sociale rapide. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré reste au cœur de la décision initiale, mais l'évolution du rapport de force ne se joue plus uniquement au sommet de l'État. L'autorité formelle déclenche le processus, tandis que la capacité d'adaptation se diffuse vers le terrain. Cette redistribution de l'initiative modifie la lecture de la crise. La fermeture n'apparaît plus seulement comme un risque ou un symbole, mais comme un déclencheur de recomposition. À partir de ce point médian, la question change. Il ne s'agit plus seulement de juger la décision, mais de comprendre comment ce nouvel équilibre, fragile mais réel, va peser sur les conséquences concrètes à venir. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel se lisent désormais dans des réalités très concrètes, différentes selon les acteurs concernés. Pour l'État burkinabé, la décision marque une reprise de contrôle symbolique mais coûteuse. Les administrations doivent donc gérer une pression accrue sur les services publics, tout en faisant face à des tensions diplomatiques persistantes. Assurer un minimum d'approvisionnement, maintenir l'ordre et dialoguer avec les partenaires régionaux devient un exercice quotidien d'équilibre. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré engage la crédibilité de l'appareil étatique, non plus seulement sur l'acte initial, mais sur sa capacité à tenir dans la durée. Pour les entreprises, locales comme étrangères, l'impact est immédiat et différencié. Les sociétés dépendantes de l'eau voient leurs coûts augmenter et leurs marges se réduire.
Certaines entreprises étrangères enregistrent des pertes rapides, ce qui entraîne des gels d'investissement ou des retraits partiels. À l'inverse, des acteurs locaux commencent à occuper les espaces laissés vacants, parfois de manière informelle. Cette recomposition crée de l'incertitude, mais elle ouvre aussi des opportunités pour ceux capables de s'adapter à un environnement moins dépendant de flux externes stables et prévisibles. Les ménages ressentent la crise de façon plus directe encore. La baisse de l'approvisionnement en eau et la hausse du carburant affectent le quotidien, surtout dans les zones urbaines. Les dépenses contraintes augmentent, les routines yaperromorani se fragmentent et les stratégies d'adaptation se multiplient. L'entraide devient un mécanisme central, qu'il s'agisse de partager des réserves, d'organiser des tours d'accès ou de soutenir les plus vulnérables. Cette solidarité amortit une partie du choc, mais elle reste fragile si la situation devait se prolonger sans amélioration tangible. À l'échelle régionale, enfin, la décision agit comme un signal observé de près. Les pays voisins suivent attentivement les conséquences de ce choix souverain. Certains y voient un précédent risqué susceptible de déstabiliser des équilibres déjà fragiles. D'autres y perçoivent une source d'inspiration, montrant qu'un État peut tenter de reprendre la main sur une ressource stratégique malgré les pressions extérieures. Le geste porté par Ibrahim Traoré alimente ainsi un débat plus large sur la gestion des ressources en Afrique de l'Ouest, où la frontière entre coopération et compétition reste mouvante. Ces quatre niveaux d'impact dessinent une réalité imbriquée. Aucun groupe n'est épargné, mais aucun n'est affecté de la même manière. Ensemble, ils montrent que la fermeture ne produit pas un effet unique. Elle redéfinit les priorités, redistribue les coûts et oblige chaque acteur à ajuster sa position dans un contexte où l'incertitude devient la norme. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Le premier scénario, souvent qualifié de base, repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à limiter les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques et à une coordination minimale avec les acteurs locaux. L'approvisionnement en eau reste contraint, mais plus prévisible. L'inflation ralentit sans disparaître et les tensions diplomatiques persistent sans se transformer en isolement total. Ce scénario exige une gestion constante de l'urgence et une discipline politique élevée pour éviter l'épuisement social. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond. La crise agit alors comme un accélérateur de réformes. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales montent en puissance et de nouveaux partenariats régionaux émergent. La gestion de l'eau devient plus décentralisée et mieux adaptée aux réalités locales. Dans ce cadre, la décision initiale est réinterprétée comme un point de départ plutôt que comme une rupture isolée. Les coûts initiaux restent élevés, mais ils sont progressivement compensés par une dynamique de reconstruction et une crédibilité accrue sur le plan régional. Le scénario pessimiste repose, à l'inverse, sur une accumulation de blocages. Les infrastructures peinent à être réhabilitées, les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. L'augmentation durable des prix, combinée à des pénuries prolongées, alimente des tensions internes, difficiles à contenir. Dans ce cas, la fermeture cesse d'être perçue comme un acte stratégique pour devenir un facteur d'instabilité chronique pesant sur la cohésion sociale et l'activité économique. Face à ces trajectoires, une recommandation de fond s'impose. Il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation. Si l'autonomie est l'objectif, elle nécessite des séquences claires, mesurées et ajustables. La question centrale n'est donc pas de savoir quel scénario se réalisera,
Mais quelles décisions prises aujourd'hui orienteront le pays vers l'un ou l'autre, dans un contexte où chaque mois compte et où les marges d'erreur restent limitées? Pour mesurer pleinement la portée de la crise, il faut observer comment elle traverse des publics très différents, chacun touché à sa manière. Les jeunes urbains, d'abord, vivent la fermeture comme une rupture brutale de leur quotidien. Coupures d'eau plus fréquentes, hausse des prix et transports plus coûteux rendent l'organisation de la journée incertaine. Pourtant, cette contrainte nourrit aussi des formes d'engagement. Des réseaux informels se structurent pour partager l'information, mutualiser les réserves et soutenir les plus exposés. La crise devient un espace d'apprentissage collectif où l'adaptation précède souvent la revendication. Les familles rurales affrontent une réalité plus directement liée à la survie économique. L'eau conditionne les récoltes et chaque perturbation se répercute immédiatement sur les revenus. Dans ces zones, l'ajustement passe par la réhabilitation de savoir-faire anciens et par une entraide renforcée. Les communautés testent, corrigent et maintiennent des solutions imparfaites mais vitales. Cette capacité d'adaptation révèle une résilience discrète, rarement prise en compte dans les lectures macroéconomiques, mais déterminante pour la stabilité sociale. Un troisième groupe gagne en visibilité, les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs clés de la transition. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures, contourner les pannes et imaginer des solutions adaptées aux contraintes locales. Cette montée en responsabilité modifie la place du savoir technique dans la gestion des ressources et crée de nouvelles attentes vis-à-vis des institutions. Ces publics ne partagent ni les mêmes priorités ni les mêmes moyens. Ils convergent toutefois sur un point essentiel. La souveraineté se vit dans des gestes concrets. Elle se mesure à la capacité de tenir, d'ajuster et de coopérer face à l'incertitude, bien au-delà des discours. À ce stade, la sortie durable de la crise ne peut plus reposer sur un geste unique. Elle suppose une trajectoire lisible, structurée autour de responsabilités identifiables et d'objectifs mesurables. Le premier levier consiste en un audit approfondi des infrastructures hydrauliques existantes. Conduit par des équipes nationales, avec un appui technique ciblé, cet audit doit distinguer ce qui fonctionne encore, ce qui est obsolète et ce qui peut être réparé rapidement. L'enjeu n'est pas l'exhaustivité, mais la capacité à décider sur la base d'une visibilité minimale. Le deuxième levier concerne le renforcement des capacités locales. Former et retenir des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires devient une priorité opérationnelle. Des programmes courts orientés vers la maintenance et l'adaptation permettent de réduire la dépendance immédiate à des solutions importées. Cette montée en compétences crée une chaîne de décision plus réactive et renforce l'autonomie opérationnelle, au-delà du symbole politique porté par Ibrahim Traoré. Troisièmement, la coordination avec les acteurs communautaires doit être formalisée. Les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus à condition de disposer de règles simples et de moyens limités mais stables. Cette reconnaissance institutionnelle réduit les frictions et améliore la distribution de l'effort. Enfin, un dispositif de suivi mesurable doit accompagner l'ensemble. Délai de réparation, accès à l'eau, stabilité des prix. Quelques indicateurs suffisent pour ajuster la trajectoire. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à la rupture initiale, mais à la capacité de transformer une décision risquée en processus gouvernable dans le temps. En revenant au point de départ, une image s'impose avec une force particulière, celle des canaux d'irrigation réhabilités à la hâte où des gestes simples ont permis de maintenir l'eau en circulation malgré la rupture du système central.
Cette scène, évoquée plus tôt, condense le sens du 10 octobre 2025. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une faille brutale, mais c'est dans cette faille que des capacités longtemps sous-estimées ont émergé. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité, il devient un révélateur. Il montre comment une société réagit lorsque les certitudes disparaissent et que la dépendance, jusque-là invisible, devient tangible. Les ingénieurs locaux, les agriculteurs et les habitants des quartiers urbains transforment une contrainte imposée en action concrète, sans attendre une solution parfaite ni une stabilisation immédiate. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur omniscient que comme le déclencheur d'un mouvement plus large dont il ne contrôle pas tous les contours. La souveraineté cesse alors d'être un mot d'ordre abstrait. Elle se traduit par des pratiques quotidiennes, imparfaites mais réelles, portées par une multitude d'acteurs. Ce qui reste, au-delà des chiffres et des controverses, c'est cette bascule silencieuse. Un pays apprend à agir par lui-même, dans l'incertitude. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Au terme de cette séquence, une évidence s'impose sans clore le débat. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement la fermeture d'une rivière. Le geste initial a ouvert une discussion plus profonde sur la manière dont un pays reprend prise sur ses ressources, sur ses choix collectifs et sur son avenir. La décision portée par Ibrahim Traoré oblige à sortir des lectures simplistes, oscillant entre héroïsation et condamnation automatique. La réalité observée est plus complexe. Elle combine des coups immédiats, des adaptations progressives et des tensions encore non résolues. Elle montre aussi que la souveraineté n'est ni gratuite ni instantanée. Elle se construit dans le temps au prix de compromis, d'erreurs et d'ajustements successifs. Cette trajectoire invite à une réflexion plus large, bien au-delà du seul cas burkinabé. Comment juger une décision souveraine lorsque ses effets sont à la fois déstabilisants et porteurs de recomposition? Où placer le curseur entre sécurité à court terme et autonomie à long terme, surtout dans des contextes de forte dépendance héritée? Plutôt que d'apporter une réponse définitive, il s'agit d'ouvrir un espace de dialogue. Observer, comparer, débattre avec nuance. Car ce qui se dessine ici concerne d'autres sociétés confrontées au même dilemme et mérite d'être suivi avec attention et esprit critique.